Alors, pour vous tous, sachez que Claude Béranger était toujours à l'heure. Donc, c'est une invitation. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je crois que nous avons le plaisir d'accueillir quelques membres de la famille de Claude qui sont en train de s'asseoir. Donc, soyez bien sûr les très bienvenus. Là, c'est une assemblée que Claude connaissait bien, mais à laquelle peut-être vous n'êtes pas habitués. Donc, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, nous avons voulu faire organiser un hommage à Claude Béranger. Claude Béranger, bien sûr, était membre de la section 3. Je vois que vous êtes nombreux dans la salle venant de cette section. Pour les non-initiés, c'est la section liée aux animaux, à l'élevage. Mais au-delà de la section 3, Claude a énormément participé à la vie collective de cette académie, puisqu'il a contribué à l'organisation de colloques. Je regardais tout à l'heure le programme et son résumé de topo pour le colloque entre la recherche agronomique et les politiques publiques, des années polies à aujourd'hui, synergies et tensions, auxquelles il avait largement participé en 2018, le livre sur l'agroécologie que nos collègues Bernard Hubert et Denis Couvet avaient coordonné, pour lequel il a rédigé un chapitre. Sinon, les colloques territoires et élevages en 2015, avec plusieurs séances dans des villes diverses pour illustrer, parce que l'élevage, c'est quand même assez lié, c'est assez localisé. Enfin, disons qu'en tous les cas, il y a des races localisées. Qui ne se souvient pas de l'Aubrac et de Claude? Donc, cette série de colloques sur territoire et élevage en 2015, suivie d'un colloque national au Sénat, je pense que toutes ces briefs doivent vous rappeler quelque chose. Gérard Mess, je ne sais pas, je vois. Il n'est pas là, c'est ça, je le cherchais, mais je ne le vois pas. Mais je sais qu'avec Gérard Mess, il a été compagnon, académicien. Enfin, ils ont fait beaucoup de choses ensemble en tant que complices, à la fois depuis l'INRA pour les territoires et pour les animaux. Et c'est à ces différents titres que nous souhaitions le saluer plus particulièrement. Mais je crois qu'au-delà de toute son œuvre professionnelle, et vous aurez donc 3 témoignages de ses capacités, de ce qu'il a réalisé par Bertrand Hervieux, par un collègue de l'IDEL et par Sophie Fourès-Villers, parce qu'il a eu plusieurs vies d'une certaine manière, la vie de chercheur, la vie de responsable de recherche, la vie d'homme de cabinet et de conseil des politiques, la vie de dialogueur, de metteur en relation entre la recherche et les agriculteurs et les développements agricoles, et la vie au service des produits qui permettaient de valoriser un territoire, les produits liés à un lieu. Et donc, Sophie, qui a dirigé l'Institut national des appellations d'origine, témoignera de ce 3e volet de son activité. Il a de plus, je salue l'arrivée de Christiane Lambert, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous pour cet hommage à Claude Béranger. Il a aussi travaillé sur des opérations territoriales, et Chantal Gascuel en dira un mot tout à l'heure. Donc 4 interventions pour donner quelques aperçus de ce qu'a fait Claude. Mais au-delà, ce que je voudrais souligner, l'ayant bien connu comme la plupart d'entre vous, c'est son ouverture d'esprit, sa capacité humaine à faire travailler ensemble des gens qui n'avaient pas les mêmes vocabulaires et pas les mêmes... D'où viens-tu? Ils ne venaient pas des mêmes lieux, et pourtant Claude savait faire dialoguer ces personnes aussi différentes. C'était bien sûr un gros travailleur, il a travaillé avec eux, et c'est en modelant cette patte qu'il arrivait à exprimer ce qu'un chercheur doit dégager au début de tout travail, c'est-à-dire les questions de recherche qui se posaient dans les relations entre les produits de terroir et les agriculteurs, ou dans les relations entre les produits de terroir et les politiques publiques. Eh bien, pour cet aspect, à la fois pour son œuvre, qui est très significative, et pour ses grandes qualités humaines et d'engagement, nous avions souhaité ce bref hommage à Claude avant de commencer ce colloque sur l'élevage en plein air, qui est un sujet particulièrement adapté à l'évocation de la mémoire de Claude, qui a disparu donc il y a un an presque, c'est déjà.
cet homme de l'Auvergne qui semblait pourtant si parisien. Enfin, c'est un homme de contraste, mais je suppose que vous l'évoquerez tous. Et en conclusion, je voudrais paraphraser Claude, parce qu'il a parlé de semailles. Vous savez, dans son intervention en 2018, il a parlé du rapport Poli en disant que les semailles de bien des idées forces de Claude Béranger ont été ultérieurement mises en œuvre. Et c'est ce que personnellement je retiens de ce qu'a fait Claude. C'est-à-dire que c'était un penseur, mais c'était aussi quelqu'un qui savait mettre en action ses idées originales. Je passe tout de suite la parole à Chantal Gascuel pour qu'elle évoque son expérience comme une Chantal Gascuel, secrétaire perpétuelle. Merci Marion, c'est vraiment un tout petit témoignage. Pour ma part, j'ai rencontré Claude Béranger à l'occasion du programme Système Terre et Eau 1994-1999, un programme qu'il a conduit avec Michel Journet, un programme interdisciplinaire suivi de 27 fermes bretonnes et de 2 petits bassins versants en système laitier, en système herbager, et associant des chercheurs des productions animales et végétales, des chercheurs en sociologie, en économie, de l'INRAE, des instituts techniques, mais aussi un programme vraiment transdisciplinaire avec les agriculteurs, les chambres d'agriculture. Et moi, chercheuse à INRAE à cette époque, c'était vraiment très, très novateur. Et l'objectif était de comprendre la réussite technique, économique et aussi sociale de ce programme qui se situait dans le nord de la Bretagne, et j'étais rennaise à l'époque. Il a régné dans ce programme beaucoup de créativité, beaucoup de débats, beaucoup d'écoute de chacun, pas de parti pris, mais une analyse solide des exploitations. Et ce programme, le contenu, le ton, a essaimé, vraiment essaimé. Il y a eu derrière ce programme toute une filation de programmes sur les bassins bretons, sur les bassins irlandais, sur les systèmes herbagers autonomes, économes. Voilà. Pour moi, Claude Béranger construisait sur l'écoute, la bienveillance, le débat conduit de manière très large dans les disciplines et les métiers. Voilà, c'est une expérience de base. Merci Chantal. Merci Chantal. Donc Michel Rieux nous signale qu'il a prévu 3 interventions et je passe tout de suite la parole à Bertrand Hervieux, qu'il a bien connu dans différents postes et qui parlera du chercheur, du responsable de recherche et de l'homme, je ne dirais pas politique, mais en contact avec les politiques. Merci Marion. Claude Béranger était une personnalité bien connue de nous toutes et tous. Nous apprécions tous son attention à chacune et chacun, sa grande courtoisie, son immense dévouement et, pour ceux d'entre nous qui étaient plus proches, son humour bienveillant. Au fil du temps, Claude était devenu un ami et je ressens comme un privilège la demande qui m'a été adressée de parler de lui. Claude était un Parisien qui, très tôt, voulut devenir ingénieur agronome afin d'être en relation avec les agriculteurs et contribuer au développement de la production agricole. Dès la fin de sa seconde année de l'agro, il fut embauché à l'INRA dans la station de recherche sur l'élevage que dirigeait alors Raymond Février, et plus précisément dans l'équipe herbivore constituée autour de Robert Jarige. Et il choisit de travailler sur la production de viande, sujet prioritaire. C'est une recherche très expérimentale qu'il se mit en place, conduite sur des troupeaux importants, nourris par les questions des éleveurs de différents bassins avec lesquels l'Institut et lui-même étaient en relation. Et le domaine du pain, dont on lui confia rapidement la responsabilité, fut une pièce maîtresse de ce dispositif. Et ses débuts de carrière éclairent un parcours définitivement marqué par l'élevage comme terrain de recherche et traversé à mes yeux par 3 grandes caractéristiques: la polyvalence, la pluridisciplinarité et l'attachement à l'INRA. Polyvalence, Claude exerça une palette de fonctions. Chercheur, responsable de domaine, administrateur du centre de Theix, chef du département élevage et ruminants,
directeur scientifique du développement agricole, président du Centre de Paris et chargé de mission au sein de la délégation à l'agriculture, au développement et à la prospective, notamment. Et cette polyvalence fut encore complétée au sein de l'institution par l'accomplissement de tâches multiples, comme celle d'assurer la paye des ouvriers des domaines, de surveiller des travaux, de prendre des responsabilités syndicales et d'assumer à ce titre la représentation des personnels dans les conseils ou encore de participer à de nombreux jurys de recrutement. À l'extérieur, Claude accepta de prendre des responsabilités au sein de plusieurs conseils scientifiques, ceux de l'ITEB, de l'ITCF, du GIS Alpes du Nord qu'il présida. Il siégea à l'ANDA, au Comité national de l'INAO et dans les conseils de l'Association française de production fourragère et de l'Association française de zootechnie. Pluridisciplinarité, lorsque le CNRS lança la recherche coopérative sur programme Aubrac, c'est principalement une équipe d'ethnologues et de muséologues qui prirent en charge cette opération et enquêtèrent sur le terrain. Et très vite, ceux-ci constatèrent que, je cite, « les gens ne parlaient que de vaches ». C'est ainsi que le CNRS fit appel à l'INRA pour prêter main forte à la compréhension de cette société, regardée alors comme en train de disparaître. Cette expérience fut doublement fondatrice pour Claude. Il y découvrit la fécondité du lien avec les sciences humaines et sociales pour comprendre en profondeur la place des techniques et plus largement la nécessité des collaborations interdisciplinaires pour entrer dans la complexité des faits, ce qui le conduisit à soutenir et à accompagner plus tard, avec Bertrand Vissac, la création du SAD, le département Systèmes agraires et développement. Et les contacts qu'il noua alors avec les éleveurs de l'Aubrac le convainquirent de l'intérêt de préserver et de développer les races locales que l'ère de ce temps-là condamnait à disparaître. La pluridisciplinarité de Claude se manifestait à plusieurs niveaux. Génétique, physiologie, biologie appliquée au domaine animal et végétal, sciences de la nutrition, sciences économiques et sociales. Et l'un de ses talents fut bien de faire dialoguer ces disciplines. Dans le même temps, son souci constant de la finalité des travaux de recherche ne le quittait pas, et il voulait que ces avancées pluridisciplinaires fussent questionnées et comprises par les professionnels et qu'elles puissent servir des finalités partagées. Ce cheminement conduisit Claude à se laisser questionner par deux notions qui allaient bousculer la trajectoire initiale de la vision de la recherche et du développement agricole, à savoir, d'une part, le constat d'une diversité des modèles de développement et d'autre part, l'ambition émergente d'un développement durable dans la foulée du sommet de Rio et qui avait commencé à germer au sein de l'INRA à la suite du rapport de Jacques Pauly paru en 1978 pour une agriculture plus économe et plus autonome. La prise en compte de la diversité des modèles de développement fut la grande affaire portée par les États généraux du développement agricole, voulus par Édith Cresson à son arrivée au ministère de l'Agriculture en 1981. Nommé à son cabinet, Claude, avec deux autres chercheurs de l'INRA, François Colson au cabinet, Michel Gervais à la tête de la DGER, furent les porteurs de ce grand débat. Et plus tard, lorsque furent mis en place les plans de développement durable, les PDD, c'est encore lui qui fut aux avant-postes au sein du comité de pilotage de l'opération. Il a puissamment nourri la réflexion et la pratique de cette approche contractuelle à laquelle, en ces années 90, beaucoup, dans le syndicalisme, l'administration et la recherche, nourrissaient tant d'espoir pour conforter le statut des agriculteurs, clarifier leurs relations à l'État, enrichir les missions confiées au secteur de l'agriculture. Ce double mouvement,
de polyvalence des positions actives et de recherche pluridisciplinaire, ne fut pas propice à la rédaction du livre qu'on attendait de lui. À 2 reprises au moins, la direction de l'INRA cherchait à alléger ses responsabilités pour qu'il écrivît. Mais comme il l'avoua tranquillement, il n'avait pas de goût pour l'écriture et surtout il ne savait pas refuser les sollicitations qui lui étaient adressées. En revanche, il regrettait de ne plus pouvoir être à jour des avancées rapides des connaissances les plus pointues. Ce parcours multiforme ne s'éloigna jamais d'une préoccupation constante, l'INRA. L'INRA, son rayonnement, sa place à équidistance de la science en train de se faire et du développement agricole. S'il s'est montré d'une telle disponibilité pour endosser tant de responsabilités diverses au sein de l'INRA ou en dehors de l'Institut, c'était toujours parce que cela convergeait avec l'idée qu'il se faisait du rôle que devait jouer cet institut de recherche. Dans sa longue marche au sein de l'INRA et des institutions, y compris cette académie, les systèmes d'élevage furent définitivement le cœur de sa préoccupation. C'est dire si nous aurions aimé l'entendre dans le débat qui va suivre cet après-midi. Pour Claude, le développement de la recherche et l'avancée des connaissances, le service de l'action publique, l'intérêt porté à l'agriculture, aux agricultrices et aux agriculteurs, ces 3 objectifs s'enchevêtraient et construisaient la cohérence de son action et la densité de sa pensée. C'est pourquoi nous aimions tant le rencontrer, l'entendre, écouter ses conseils, et c'est pourquoi nous saluons sa mémoire avec respect et pour beaucoup avec amitié. Donc vous l'avez bien connu, je crois, à partir de l'Institut de développement de l'élevage. Voilà, je vous laisse. Donc c'est effectivement un éclairage un peu vu du côté développement des instituts techniques. Rien ne prédestinait Claude à choisir l'élevage herbivore comme terrain de recherche. Pardon ? Plus près du micro, comme ça, c'est bon ? Rien ne prédestinait Claude à choisir l'élevage herbivore comme terrain de recherche, et encore moins le développement agricole, et pourtant, il a porté des innovations majeures dans ces 2 domaines. 2 expériences fondatrices vont forger sa vision et sa mission de jeune chercheur. Il y a des choses qui ont déjà été mentionnées, je rappelle, la mise en route du nouveau site expérimental INRA, le domaine du pain, où il fallait tout faire, depuis l'achat des animaux jusqu'à la paye des ouvriers. Et puis, quelques années plus tard, il va faire effectivement une plongée dans l'Aubrac, une petite région de montagne avec une race du même nom, toutes 2 jugées sans avenir. Dans ses enquêtes en ferme, il va nouer de solides amitiés avec des éleveurs d'exception tels André Valadier, des hommes qui sauront mobiliser toutes les compétences et les ressources locales pour élaborer des produits de terroir tels l'aligot, le fromage et le couteau de la Guiole, et ainsi faire revivre ce pays. Au début des années 80, Claude va accompagner toutes les tentatives de réforme du développement pour passer d'une vision descendante et parcellaire de la recherche au profit d'une approche plus systémique et plus coopérative. Claude sera un fidèle compagnon de route de Jacques Pluvinage, alors directeur de l'ITEB, l'Institut technique de l'élevage bovin, puis pour le lancement du RNED, le Réseau national d'expérimentation-démonstration, et enfin pour les États généraux du développement agricole. 2 énormes chantiers, 2 réussites, mais qui resteront sans suite, sous la pression du président de la FNSEA, François Guillaume. Claude va croiser ce même François Guillaume, devenu ministre de l'Agriculture, sous la cohabitation Mitterrand-Chirac. Et là, pour porter un ambitieux et surprenant chantier, cette fois soutenu par la FNSEA, l'extensification, une nouvelle forme de modernisation. La réforme de la PAC de 92, avec l'obligation de la jachère,
vient en effet de re-questionner le modèle productiviste. Claude sera la cheville ouvrière de 2 projets très novateurs. Les PDD, dont Bertrand vient de parler, Plan de développement durable, porté par le ministère de l'Agriculture et précurseur des CTE, et un programme mobilisateur de l'ANDA intitulé Agriculture durable, système économe, intégré, extensif, qui sera finalisé, imprimé, mais qui restera dans les placards suite à la crise financière de l'ANDA provoquée par le refus des céréaliers de contribuer à cette nouvelle orientation. Parallèlement, Claude a aussi parrainé plus directement l'ITEB, l'Institut technique de l'élevage bovin, dans 3 domaines, en assurant la présidence du conseil scientifique pendant 7 ans, en assurant la coprésidence de l'opération Fourrage Mieux, une opération de conseil et de communication très innovante pour l'époque, pour mobiliser le plus grand nombre d'éleveurs, et enfin en jouant le médiateur pour faire émerger un programme commun sur les fourrages entre instituts un peu rivaux, ITEB, ITOVIC, ITCF. C'est principalement à l'AFPF que cette médiation a été la plus efficace pour les différentes parties et pour les éleveurs. Claude en a assuré le pilotage pendant une dizaine d'années en tant que président et vice-président, et avec Henri Baron, administrateur à l'ITEB et à l'ITCF, ils ont conçu un accord équilibré et durable entre membres fondateurs, incluant l'INRA, le GNIS, un accord qui perdure encore aujourd'hui. Claude portera aussi un programme de recherche sur les AOC-AOP, bien au-delà de l'Hexagone, dont Sophie Villers va nous parler tout à l'heure. Puis, un ultime chantier sur les 50 ans de développement de l'Aubrac, son premier et dernier terrain de recherche en direct avec les éleveurs. Vous avez un exemplaire de l'ouvrage monumental qui en a résulté. Claude était aussi engagé dans bien d'autres actions plus discrètes, notamment au Secours catholique dans son quartier ou à Moyen-Brie, dans une ferme de réinsertion de détenus en fin de peine, fondée par son ami Jacques Pluvinage après sa démission à l'ITEB. Tous ces exemples témoignent d'un engagement clair et constant de Claude pour une vision plus humaniste de la recherche-développement. Dans ce contexte de réforme chaotique, Claude s'est souvent trouvé à la bonne place, au bon moment, mais jamais sans se mettre en avant. Il avait l'art de la synthèse, même les plus improbables, mais surtout, il savait rester disponible, à l'écoute de tous, du petit stagiaire au ministre, avec bienveillance, humour et simplicité. Autant de qualités qui vont nous manquer pour trouver notre chemin dans le chaos présent. Encore un grand merci à Claude pour cet accompagnement, cet engagement permanent au service des éleveurs, des vaches, des prairies et des terroirs, loin du confort des paillasses des laboratoires. Merci, M. Flulin. Sophie, voilà, sur l'aspect appellation d'origine, vous avez parlé d'André Valadier, des terroirs. Je crois que ça fait une belle liaison. Oui, merci. Je pensais qu'il était important, au cours de cet hommage, de faire un focus sur le rôle que Claude a eu au niveau du domaine des appellations d'origine contrôlées, protégées aujourd'hui. En effet, en 1992, le règlement OPIGP est paru, donc donnant une dimension supérieure à la reconnaissance des signes de qualité, que les compétences de l'INAO ont été élargies en conséquence. En fait, c'était un pan entier de l'histoire des appellations d'origine qu'il a fallu construire, notamment pour les produits alimentaires, pour lesquels il n'existait quasiment rien. Il y avait évidemment, de façon historique, là, une reconnaissance qui a eu lieu dans les années 50 pour la lentille verte du Puy. Je ne reviendrai pas sur cette histoire, et la volaille de Bresse, mais c'était tout. Tout le reste était à construire. Et en fait, il l'a construit en tant qu'infatigable artisan, et je parle d'artisanat
parce que c'est du travail de dentelle qu'il a conduit pour arriver effectivement à faire émerger ce concept d'appellation sur un socle solide dans le domaine en particulier agroalimentaire. Travail digne, je dirais, d'un compagnon du devoir. Et d'ailleurs, il n'a jamais hésité à prendre son bâton pour parcourir la France, pour arriver effectivement à comprendre les attentes du terrain et à faire émerger des reconnaissances. Alors, pourquoi la page blanche? Parce qu'en fait, il faut se rappeler que si évidemment un cadre réglementaire, un cadre juridique et un cadre administratif existaient, il n'y avait pas de reconnaissance au sein du milieu scientifique de cette notion d'appellation dans le secteur des produits autres. Et qu'il fallait effectivement amener le monde scientifique, le monde des chercheurs, à réfléchir pour objectivité ce qu'était ce concept, pour arriver effectivement à le faire reconnaître et à l'appuyer au niveau mondial, ce qui était important en termes également commercial. On a encore le problème aujourd'hui. Et qu'en fait, il fallait mobiliser tous ces chercheurs qui, en fait, parlaient, je reprends les termes de Claude, qui parlaient à ce moment-là de folklore. Les appellations d'origine étaient pour eux, alors je ne parle pas du vin, mais pour les produits autres, c'était du folklore. Et pour d'autres, c'était effectivement, donc notamment nos collègues des pays du Nord, qui essayaient d'entraver la progression de ce concept, qui ont longtemps essayé d'entraver la progression de ce concept, c'était effectivement une distorsion de concurrence, tout simplement. Voilà, donc l'enjeu était majeur, et sous l'impulsion de Jean Pachon, Claude s'est attelé à la tâche de façon très très prégnante de 1992 à 2006, où il a été membre du Comité national des produits agricoles alimentaires de l'INAO. Et il a réussi au sein de la comité scientifique un travail remarquable. Ça a commencé par une AIP, ceux de l'INRA savent tout à fait ce que c'est, une action intégrative programmée, c'est ça, incitative programmée, pendant 3 ans, pour réussir déjà à mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire, parce que c'était une forme de recherche qui était un peu différente des programmes de recherche d'antan d'INRA, donc il fallait mettre beaucoup de compétences de différentes sciences autour de la table pour arriver à avancer dans la connaissance de ce concept. Et effectivement, il a réussi à faire sortir tout un faisceau de concepts qui a permis ensuite de travailler sur la reconnaissance des produits eux-mêmes. Il a été, évidemment, de toute sa présence, il a piloté les reconnaissances au sein des produits carnés, mais pas que, il a regardé aussi d'autres produits. Et en fait, c'était pas le secteur le plus facile. D'ailleurs, quand on voit le peu de nombre de produits carnés qui sont aujourd'hui reconnus en appellation d'origine, c'est parce qu'effectivement, c'est très très compliqué. Pour différentes raisons, je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais le fin grain du Mézin, le taureau de Camargue, le Ménanjou, le bœuf de Charolles doivent énormément à Claude. Et beaucoup d'agriculteurs, de producteurs peuvent lui être éternellement reconnaissants. C'était un homme discret, mais qui a laissé un héritage immense. Merci. Écoutez, merci, chers collègues, de ces témoignages qui ont laissé transparaître le côté extrêmement humain au-delà des démarches plus politiques ou scientifiques.